Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire la correction du texte des STMJ qui est tombé au bac blanc, qui était un texte de Locke qui ressemble un petit peu par certains égards à celui de Mill qu'on a travaillé hier. Alors, je commence par le lire. La loi ne consiste pas tant à limiter un agent libre et intelligent qu'à le guider vers ses propres intérêts, et elle ne prescrit rien de plus que ce qui conduit les hommes au bien général. S'il pouvait être plus heureux sans elle, la loi s'évanouirait comme une chose inutile, et ce qui nous empêche seulement de tomber dans les marais et les précipices ne mérite pas vraiment le nom de contrainte. De sorte que la finalité de la loi n'est pas d'abolir ou de restreindre, mais de préserver et d'élargir la liberté, même s'il est vrai qu'elle n'y parvient pas toujours. Et chez les hommes, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Car la liberté consiste à être délivré de la contrainte et de la violence exercée par autrui, ce qui est impossible lorsqu'il n'y a pas de loi. La liberté n'est pas ce que l'on nous dit, à savoir une liberté pour tout homme de faire ce qui lui plaît, car qui peut être libre quand n'importe quel homme peut nous imposer ses caprices. Elle consiste plutôt à disposer et à ordonner comme on l'entend sa personne, ses actions, ses biens et l'ensemble de sa propriété dans les limites de ce qui est permis par les lois auxquelles on est soumis. Et dans ces limites, à ne pas être assujetti à la volonté arbitraire de quiconque, mais à suivre librement sa propre volonté. Alors, comme vous le savez, hein, on a une méthodologie dans le commentaire de texte, une méthodologie en trois questions. Donc la première consiste à dégager le sens général du texte, à dégager l'adversaire du texte aussi, qui est visé, et à comprendre le plan. Alors ici, le plan, je parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors d'abord, c'était quoi la thèse générale, hein, l'idée que l'auteur défend et en laquelle il croit. Alors Locke ici cherche à éclaircir le sens de notre obéissance aux lois, hein, et de la manière dont on vit les lois. Alors si nous devons accepter de nous soumettre à la loi, c'est qu'elle est supposée favoriser notre intérêt. Il ne s'agit pas seulement de croire qu'elle nous embête tout le temps. Elle a pour fonction de promouvoir le bien commun et la liberté de tous. Ainsi, alors c'est vrai que je dois obéir, mais si j'ai bien compris ce qu'était la loi, je comprendrai aussi que c'est dans mon intérêt de le faire, et c'est dans l'intérêt général de le faire. La loi n'est pas un ensemble de contraintes, mais plutôt un ensemble d'obligations. Je reviendrai sur cette définition dans le développement. Alors deuxième étape, on essaie de retrouver du coup qui est visé par Locke, hein, quelle est l'idée qui est critiquée par l'auteur, avec laquelle l'auteur n'est pas d'accord, et donc très souvent il s'agit de notre opinion sur le sujet. Et alors effectivement ici, notre opinion c'est de penser que la loi est simplement une contrainte, quelque chose qui nous embête, qui s'oppose à mon intérêt, qui s'oppose même parfois à l'intérêt général si on peut avoir le sentiment que les lois sont injustes par exemple, hein, c'est ce que on expérimente quand on dit que la loi est injuste. En effet, la loi m'interdit de satisfaire mes désirs et m'expose à des sanctions que je ne désire pas. Et on peut même aller jusqu'à dire que parfois on a l'impression qu'elle officialise les privilèges de ceux qui sont déjà les plus puissants et qu'en ce sens on a du mal à voir en la loi autre chose qu'une simple contrainte, voire qu'une simple violence politique qui s'exerce contre eux. Alors, du coup, pour défendre son propos, hein, et pour réfuter l'idée que la loi est juste une violence qui s'exerce contre nous et qui nous empêche de faire ce qu'on veut, qui nous empêche de nous épanouir et d'être libres, Locke va procéder en trois temps. Donc, en fait, bon, il y avait plusieurs façons de considérer le plan du texte, mais il me semble que ce qui vraiment fait disons, la structure générale du texte, c'est que d'abord, il parle de la question de l'intérêt, hein, dans toute cette partie ici, là. Et ensuite, il va travailler sur la question de la liberté, hein. Il va mettre en lien la question de l'intérêt et la question de la liberté. Et dans cette grande partie-là, la grande deuxième, pouvait encore la distinguer en deux, parce que ce quart-là, ici, va expliquer un petit peu mieux ce que c'est que la liberté. Donc moi, je verrai trois parties. Donc la première, donc du début du texte jusqu'à contrainte, et qui dit en gros que la loi n'est pas nuisible, hein. Elle est en fait ce qui permet, quand elle est bien faite, elle permet le bonheur de tous, l'épanouissement de chacun, et elle pose pas de problème particulier, euh, euh, du point de vue de l'épanouissement personnel. Deuxième partie, la deuxième partie sert à répondre à une objection implicite. C'est qu'on pourrait objecter que si la loi sert à rendre heureux, alors elle est paternaliste, c'est-à-dire qu'elle décide un peu de mon bonheur à ma place.
Et le législateur, ici, risque de m'imposer sa vision des choses, qui ne me conviendra pas forcément, et qui peut-être d'ailleurs me rendrait plus malheureux qu'autre chose. Et c'est ce à quoi Locke répond dans un second temps, en disant que la loi, elle définit pas tant le bonheur des individus, mais plutôt elle garantit leur liberté. Elle permet simplement du coup la liberté de chercher son propre bonheur. Et du coup, quand Locke dit que la loi me guide vers mes propres intérêts, c'est pas tant qu'elle essaye de m'aider à être en bonne santé, qu'elle me guide vers la meilleure manière pour moi de choisir librement quel plan de vie j'ai envie d'avoir. Alors troisième et dernière partie, alors du coup il y a une deuxième objection qui se pose, c'est on vient de dire que la loi c'est ce qui permet la liberté, ce qui rend possible la liberté, mais d'habitude moi j'ai plutôt l'impression que la loi c'est ce qui m'empêche d'être libre et de faire les choix que j'ai envie. Alors comment est-ce que la loi peut garantir la liberté alors qu'elle est essentiellement faite d'interdictions? Alors justement le dernier temps du texte sert à expliquer ça en redéfinissant la liberté. Être libre c'est pas faire tout ce qu'on veut, suivre n'importe lequel de ses caprices, mais c'est avoir des droits. Alors certes, ça implique une certaine forme de compromis, de renoncement, mais c'est la condition pour que personne ne soit soumis à la volonté des autres. Donc je résume rapidement, hein. La loi n'est pas quelque chose qui me nuit, mais quelque chose qui me guide vers mon intérêt. Comment elle le fait? Eh bien, en assurant ma liberté. Et comment est-ce qu'on peut accepter l'idée que la loi n'est pas une entrave à la liberté? Eh bien parce qu'être libre, c'est avoir des droits, et pas seulement faire tout ce qu'on veut n'importe comment. Donc voilà ici pour la question 1. Alors deuxième question, donc comme d'habitude, la deuxième question demande d'analyser un certain nombre de points clés du texte qui permettent du coup voilà, une analyse un peu de détail. Alors je vous rappelle la méthode que j'utilise en général, c'est qu'on essaye de trouver, voilà, d'expliquer la phrase, de la justifier et de la discuter. C'est ce que je mets ici sous EJD. Alors parfois si c'est juste expliquer et entre guillemets, il faut aussi rajouter la fonction, mais ça on l'a déjà un peu fait quand on a fait le plan, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Alors premier élément à expliquer, c'est quoi la conception de la liberté à laquelle Locke s'oppose dans ce texte? Alors, c'est la conception qu'on a évoquée un petit peu en introduction et qui consiste à pouvoir faire tout ce qu'on veut. Être libre, c'est avoir le pouvoir de choisir entre A et B, de choisir entre A et B, même si, de choisir B, même si A semble meilleur aux autres, même si A me semble meilleur à moi-même. Être libre, c'est vraiment pouvoir faire ce que je veux, y compris si c'est bête, y compris si c'est mal, y compris si ça ne convient pas aux autres. La liberté semble être le pouvoir de sélectionner entre plusieurs possibles, indifféremment de leur valeur, indifféremment de ce qu'ils peuvent valoir ou apparaître aux yeux des autres. Alors pourquoi? Parce que pour nous, la liberté s'éprouve d'abord dans un certain sentiment, qui est celui de ne pas avoir de contraintes et de pouvoir faire tout ce qui nous chante. Alors en général, on a envie de faire ce qu'on désire, de faire ce qui nous fait plaisir, mais on voit bien qu'on est libre aussi quand on choisit même voilà, quelque chose d'autre que d'habitude, par exemple. La liberté, c'est la capacité à choisir par soi-même entre plusieurs possibilités. Et quand une possibilité nous est interdite, et ben là on sent que notre liberté diminue, qu'on n'est pas libre. Et justement, voilà, c'est ce que semble faire la loi sur nous. Elle nous interdit certains possibles. Alors pourquoi est-ce que Locke s'oppose à cette idée? D'abord parce que si chacun peut faire tout ce qui lui plaît, résultat, personne n'ose rien faire, car tout le monde a peur des autres, tout le monde a peur que les autres nous fassent du mal, profitent de leur liberté pour assouvir leurs désirs à notre détriment, et c'est pour ça que Locke dit que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Alors certes, chacun peut faire ce qu'il veut, mais concrètement, personne n'osera rien faire, tout le monde aura peur. Deuxièmement, c'est pas parce que aucune interdiction ne s'oppose à ma volonté que je suis vraiment libre. L'idée de pouvoir faire ce qu'on veut est un petit peu illusoire, parce que par exemple quand je suis influencé, j'ai l'impression que je fais ce que je veux et en fait je n'agis pas du tout librement, mon désir est manipulé. Alors j'ai peut-être le sentiment de pouvoir faire tout ce que je veux, sauf que concrètement je fais ce qu'on m'impose sans m'en apercevoir. Donc cette idée que la liberté ce serait que pouvoir faire tout ce qu'on veut est en fait un peu naïve, parce que je suis pas toujours très lucide quant à ce pouvoir. Alors on pourrait discuter un petit peu cette première affirmation, cette première critique que fait Locke à cette conception naïve de la liberté, c'est que mettre des interdictions ou nous dire ce qui est bon pour nous, c'est peut-être encore pire que nous laisser nous influencer. Et là c'est franchement détruire la liberté. Alors qu'au moins quand on me laisse faire tout ce que je veux,
Alors même si j'ose pas, même si parfois je suis influencé, ça reste quand même possible que j'agisse librement. Alors ce que la loi semble complètement empêcher. Alors, la deuxième phrase du texte vient justement répondre un petit peu à cette objection et montrer que quand je fais tout ce que je veux, ben, en fait je détruis ma liberté, je me détruis moi-même, et on va voir pourquoi. Alors, il fallait ici s'appuyer sur l'image des marais et des précipices et expliquer ce que ça voulait dire guider vers ses propres intérêts. Alors, je pense que là, on vous donne juste deux mots à analyser, il faut essayer de le faire bien. Alors c'est quoi un marais? Un marais c'est d'abord donc un lieu dans lequel je me perds, hein, je perds mon chemin, je sais plus me diriger, je sais plus m'orienter et c'est aussi un lieu dans lequel je m'englue, hein. Il y a l'idée dans le marais que c'est quelque chose qui va m'empêcher m'empêcher d'avancer, m'empêcher de prendre des décisions, voilà, euh, me rendre inefficace. Alors que le précipice, c'est plutôt l'idée d'une mort immédiate et immédiatement dangereuse. Ouais, le précipice est dangereux immédiatement, en ce qui me tue tout de suite si je tombe dedans. Alors que le marais, vous voyez, c'est un processus plus lent et plus pernicieux. Alors, on va essayer d'appliquer un petit peu cette métaphore à la situation politique de la loi pour expliquer ce que veut dire Locke. Alors, la question qu'il faut donc comprendre, c'est à quel enlisement et à quel péril l'absence de loi nous expose et sa présence fait barrière, hein. Pourquoi est-ce que la loi nous protège d'un certain enlisement? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et pourquoi la loi nous protège d'un certain péril? euh, alors, j'ai vu dans les copies un certain nombre de contresens qui disaient que finalement la loi nous empêche d'avoir des sanctions. Bah non, c'est la loi qui fait la sanction. Ça allait pas du tout cette interprétation. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi est-ce que on est capable d'accepter l'idée que les sanctions peuvent être bonnes et peuvent me guider vers mon intérêt, que la menace de la sanction peut m'aider à me guider vers mon intérêt. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de sanction en réalité, hein. Donc attention, ici la barrière c'était pas juste la menace de la sanction. Alors qu'est-ce qu'on voulait dire par enlisement? Alors d'abord on va à chaque fois faire en deux échelles, l'échelle collective et l'échelle individuelle. Alors collectivement, on peut dire que sans la loi, il n'y a pas de décision collective possible. La loi permet la décision en commun, hein, puisqu'elle organise les assemblées, elle organise la délibération collective, et puis la loi c'est aussi le résultat de certaines décisions collectives. Elle fixe pour tout le monde un cap général. Alors ça évite la dispersion, ça évite qu'on change d'avis tous les 2 jours, ça évite l'indécision, qui pourrait ici être assimilée à l'enlisement. Et on voit bien qu'un peuple qui change d'avis tous les jours ne se gouverne pas. Et une assemblée dans laquelle chacun reste sur ses positions, sans trancher par une loi, justement, sans trancher par un compromis, et finalement, on ne se gouverne pas du tout. Il ne se passe rien. C'est juste une absence de décision qui va, qui va engluer le peuple et l'empêcher de prendre les actions qui sont nécessaires à son bien. Donc la loi, on peut dire qu'elle tranche à la fois par sa fixité, hein, voilà, une fois que c'est décidé, c'est fixe, et par sa généralité, au sens où elle permet de, voilà, d'élaborer une décision commune dans laquelle chacun va plus ou moins pouvoir se reconnaître. Ou en tout cas, même s'il ne se reconnaît pas, dans lequel il aura au moins accepté le processus de décision, qui est par exemple le vote. Alors individuellement aussi, la présence des lois me permet de pas trop tergiverser. C'est assez simple d'obéir à la loi, ça fixe une conduite individuelle, et si j'ai un dilemme par exemple, je dois faire ce qui est légal, et je dois obtempérer. En ce sens-là, ça m'évite de trop tergiverser, de pas savoir quoi faire. Alors je vous donne un exemple, par exemple le cas de l'euthanasie. Est-ce que, ah ouais, dans ma famille, voilà, il y a quelqu'un qui souffre énormément, etc. Mais en même temps, je trouve que tuer, c'est pas bien, mais je trouve aussi que prolonger sa douleur inutilement, c'est pas bien non plus. Et du coup, je sais pas quoi faire. Et je suis dans une forme d'hésitation, dans une forme de dilemme. Et la loi, justement, elle permet de cesser de tergiverser. Elle ordonne une conduite qui est ainsi résolue. Alors, passons maintenant à l'image du précipice. Donc l'absence de loi, c'est un précipice, hein, nous risque de nous conduire vers une certaine forme de précipice, et la loi nous empêche de tomber dans ce précipice, hein. Alors pourquoi? D'abord collectivement, l'absence de loi pourrait signifier l'effondrement de la société, hein. La loi protège la société dans son ensemble, puisque la société c'est l'alliance de tous les citoyens. Et ça suppose que je craigne pas l'autre. La loi assure justement cette confiance en protégeant ma sécurité, hein. Si elle m'oblige à renoncer à utiliser la force pour régler mes désaccords avec les autres,
En échange, elle garantit ma protection, puisqu'elle empêche aussi les autres d'avoir recours à la force. Et donc sans loi, on pourrait imaginer que l'agressivité des hommes, leur désir d'en avoir plus que leur part, ferait s'écrouler la société. On serait dans une forme de chaos des volontés, de chaos violent des volontés, qui aurait peine à s'organiser. Alors, individuellement également, c'est que l'absence de loi pourrait signifier mon propre effondrement. Alors, non seulement évidemment je risque que les autres m'agressent, mais même si c'est moi qui suis agressif, même si c'est moi qui essaie de profiter de cette absence de loi, en fait je risque de me nuire aussi. Pourquoi? Parce qu'en essayant de satisfaire mes désirs au détriment des autres, je risque d'exciter le désir de vengeance des autres. Mais non seulement ça, mais je risque aussi de minimiser mes gains en fait. Par exemple, si je pille les stocks du boulanger, alors je serais très content, j'aurai du pain, je pourrais satisfaire mes désirs, sauf que demain le boulanger il refera plus de pain, parce qu'il aura plus de réserve, parce qu'il sera découragé, il sera dégoûté, et finalement il arrêtera peut-être son activité, ou il se concentrera sur sa propre production personnelle. Et du coup, je pourrais plus jamais avoir de pain. Donc en un sens, la paix sociale que permet la loi et la garantie que les échanges commerciaux, par exemple, sont possibles, permet en fait de maximiser mon intérêt. Et je pourrais me dire que c'est plus avantageux pour moi de voler, de piller, de me servir dans la poche des autres. En réalité, c'est un avantage sur le court terme. À long terme, il vaut mieux que je réussisse à devenir moi-même producteur et à changer les biens que j'ai en surplus. Bien. On pourrait ajouter aussi que en me laissant faire n'importe quoi, je me rends capricieux. Et en me rendant capricieux, finalement, je me rends malheureux. Puisque je ne serai jamais content de ce que j'ai, j'en voudrais toujours plus que ma part, j'aurais du mal à me contenter de ma vie finalement. Et on voit bien, un enfant qui fait un caprice, au fond, c'est lui le premier à en souffrir. Et celui qui réussit à ne plus être capricieux, quelque part, est beaucoup plus endurant à la frustration et moins malheureux. Non. Alors on voit que du coup, en nous protégeant de ces périls, la loi nous oblige à prendre des décisions qui sont bonnes pour nous, même si elles ne font pas toujours plaisir. Et ici, on pouvait distinguer euh, le plaisir et le bien. Ce qui me fait plaisir n'est pas toujours un bien pour moi, et à l'inverse, ce qui est bien pour moi, parfois, ne me fait pas plaisir tout de suite, comme le vaccin par exemple. Alors, on pourrait remarquer quand même que cette idée suppose une forme de pessimisme anthropologique. Ça veut dire qu'on ne fait pas tellement confiance dans la nature humaine. Le pessimisme, c'est le fait de ne pas croire au bonheur, de penser, de voir le noir partout. Et anthropologique, ça signifie... anthropos, c'est l'humain, logos, c'est la science. C'est un pessimisme sur la compréhension de ce que c'est que l'humanité. Alors pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il n'y aurait que la contrainte et la menace de la sanction qui rendraient raisonnable et que les gens ne sont pas capables finalement de s'auto-limiter, de comprendre qu'il ne faut pas se laisser avoir par le premier caprice ou qu'il ne faut pas être violent. Au fond, c'est une idée qui a été beaucoup critiquée, et notamment par les anarchistes, qui disent que non, en fait c'est plutôt la loi, la société, les inégalités sociales qui sont entérinées par la loi qui rendent malheureux. Au fond, si on laisse les hommes s'auto-organiser, la plupart du temps, ils font attention aux autres, ils se tapent pas dessus et ils essayent de travailler ensemble et de maximiser leurs biens collectivement. Et si vous regardez dans un club de pétanque, il y a rarement de coup d'État pour prendre la présidence. Au contraire, on essaye de faire en sorte que chacun y trouve son compte, alors que finalement, il n'y a pas de règlement, le règlement n'est pas vraiment utilisé. On voit bien qu'on est capable de s'auto-organiser. Alors, dernière étape. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au fond que la loi du coup me, me guide, me guide vers mes intérêts? C'est quoi l'intérêt vers lequel me guide la loi? C'est le droit. Et c'est ça la manière que Locke a de définir la liberté. La liberté ici, c'est ce qui limite l'arbitraire de mon désir et qui permet à chacun, dans le respect de l'autre évidemment, de suivre son plan de vie. Et ça, c'est ce qui s'appelle le droit. Alors je vais justifier un petit peu. Le problème de l'absence de loi, on l'a dit, c'est l'arbitraire du désir. Alors, et c'est ce que dit ici à la fin, on ne doit pas être assujetti à la volonté arbitraire de quiconque. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'arbitraire? C'est sans justification acceptable, ou sans autre justification que le bon vouloir de l'autre, alors qu'il s'agit de notre propre sort, et que donc notre volonté est à minima aussi importante, aussi essentielle, et évidemment, en vrai, elle l'est plus. Excusez-moi, je rajoute ça. À l'inverse, ça arrive des fois où je peux me soumettre à la volonté d'autrui,
Mais il faut d'abord que ce soit pas arbitraire, il faut que je l'ai librement accepté. Alors, par exemple, quand je suis l'ordonnance du médecin, je suis assujetti à sa volonté, mais ça n'a rien d'arbitraire. Je comprends pourquoi je fais ça, je sais que c'est parce que je suis pas moi-même médecin et que j'y connais pas grand-chose au fonctionnement des médicaments, et du coup, bah, je lui fais confiance et je me soumets à ce qu'il me raconte, parce que c'est motivé. Et ici, on voit bien qu'on peut distinguer, c'est très important, la contrainte et l'obligation. Donc la contrainte, c'est quand je subis une force physique qui est complètement injustifiée. Voilà, c'est une force avec laquelle je dois faire et mon seul choix, si je subis cette force, c'est d'opposer à une force plus grande. À l'inverse, l'obligation, c'est... Alors je me soumets aussi, ça fait pas forcément plaisir, mais par contre je sais pourquoi. Et je suis d'accord, parce que je comprends que c'est dans mon intérêt. Alors, je vous donne un exemple, dans la contrainte, c'est le racket. Vous donnez de l'argent sans justification. On vous agresse et vous êtes violenté, et vous auriez pas envie de le faire. Par contre, quand j'ai signé un contrat, que je paye une facture par exemple, alors ça m'embête aussi de payer, de donner mon argent. Mais là, je sais pourquoi je le fais. Je comprends que si je le faisais pas, bah, je pourrais pas bénéficier du service, du service que je suis en train de requérir. Alors certes, ça m'embête, mais c'est pas absurde, c'est pas arbitraire, c'est pas immotivé. C'est justifié par le fait que je reconnais la valeur du service que j'ai utilisé. Donc hein, on peut ici distinguer l'obligation et la contrainte, retenez bien ça. Donc dans les deux cas, il y a soumission. Alors ça c'est le point commun, et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, la loi et la contrainte, mais pour la contrainte, la soumission elle est injustifiée, et je suis pas d'accord, hein, elle se fait contre mon gré, alors que dans l'obligation, la soumission elle est justifiée, et du coup je suis d'accord avec elle. Non. Alors, du coup, que protège la loi d'ici, dit Locke? Eh bien, elle protège ma souveraineté, c'est-à-dire l'aspect de ma personne qui concerne que moi et sur lequel j'ai un pouvoir absolu. Et pour protéger cet aspect-là, il faut bien aussi qu'elle m'interdise d'attaquer la souveraineté des autres, histoire que réciproquement les autres ne puissent pas nuire à ma souveraineté ou entamer ma souveraineté et la limiter. Et du coup, quand mes actes concernent les autres, euh, voilà, je comprends que je peux pas faire n'importe quoi, que c'est pas injustifié de me soumettre à la loi et de pas les violenter, parce que je comprends que il y a qu'à cette condition-là que les autres eux-mêmes respecteront ma souveraineté et ne deviendront pas violents avec moi. Au fond, c'est juste, hein. Le droit, c'est ce qui rend effective ma liberté, parce qu'elle assure que je vais vraiment pouvoir faire ce que je veux, parce que les autres m'en empêcheront pas, parce qu'ils n'auront pas le droit de le faire, parce que la police me protégera. Alors on pourrait discuter un petit peu cette affaire en disant que est-ce qu'on est vraiment sûr que la loi elle échappe vraiment à cet arbitraire et que elle me protège de la volonté arbitraire des autres? En fait, on pourrait poser la question de la définition de l'intérêt général ici et de savoir qui la définit. Parce que là, ce qui est implicitement dit, c'est que la loi permet de définir l'intérêt général, donc la protection des libertés de chacun, par exemple, et que ça, c'est dans mon intérêt. Autrement dit, c'est dans mon intérêt de m'intéresser à l'intérêt général. Et on voit bien, la première phrase ici est très ambiguë, puisqu'on dit la loi ne consiste pas tant à limiter un agent libre et intelligent qu'à le guider vers ses propres intérêts. Elle ne prescrit rien de plus que ce qui conduit les hommes au bien général. Mais est-ce que le bien général et mes propres intérêts coïncident toujours? Par exemple, on peut nous demander de nous sacrifier pour le bien général. Et on voit bien que ça a l'air d'aller contre mes intérêts. Ou alors, je pense aux soldats, je pense voilà, à celui qui est réquisitionné en temps de crise, ou que sais-je. Et on peut aussi aller dire que parfois, sous couvert de l'intérêt général, au fond, on peut se demander si c'est pas les puissants qui le définissent et qui définissent un petit peu un intérêt général à leur image et qui va dans leur intérêt à eux, sous prétexte d'aller dans l'intérêt commun. C'est ce qui se passe dans les dictatures, par exemple, où au nom du bien du peuple, on va enrichir le souverain. Et on se demande bien en quoi le peuple a bénéficié de cet enrichissement. Voilà. Et du coup, cette superposition, elle n'est pas si claire et on pourrait se demander si parfois il serait pas juste de désobéir à la loi au sens où je me retrouve pas dans cette définition du bien commun et je n'arrive pas à l'accepter et à la trouver juste. Alors, dernière partie de ce commentaire, il faut donc discuter un petit peu le texte à l'aide d'une question. Alors la question que je vous avais posée, c'était la loi nous empêche-t-elle d'être heureux? Alors, je vous rappelle, hein, c'est une mini-dissertation, c'est bien de faire deux parties, et une petite introduction. Alors, en introduction, on peut d'abord dire qu'apparemment,
Oui, la loi nous empêche d'être heureux au sens où elle nous empêche de satisfaire un certain nombre de désirs et que on a coutume de dire que bah, être heureux c'est satisfaire ses désirs parce que c'est grâce à ça que j'éprouve du plaisir, que je me sens épanoui, etc. Quand je suis frustré, je me sens malheureux. Or la loi, bah, c'est une interdiction. Alors cependant, on l'a vu, c'est que sans la loi, la concurrence entre les individus risque de devenir violente et je risque de rien satisfaire du tout. Et on risque surtout que tout le monde soit conduit au malheur. Donc en un sens, la loi apparaît comme un compromis qui rend possible le bonheur. Alors, du coup, on peut se demander, voilà, est-ce que la loi c'est un obstacle ou une condition du bonheur? Et on peut poser comme enjeu de se demander, et jusqu'où la loi peut me permettre d'être heureux? Est-ce qu'elle peut aller jusqu'à définir mon bonheur à ma place en m'empêchant de me nuire, par exemple? Alors, le texte de Locke, ce sera mon grand 1, semble dire que la loi est la condition du bonheur. Donc d'abord parce que, bien loin d'empêcher le bonheur, elle permet la sécurité, qui est la condition minimale de la liberté et du bonheur. En temps de guerre, ce sera très difficile de se sentir libre et heureux. La loi, c'est ce qui rend le bonheur possible, alors non pas en nous rendant vraiment heureux, mais en produisant politiquement les conditions dans lesquelles ben, mon bonheur sera peut-être possible. Hein. En tout cas, elle ne fait pas obstacle, elle ne l'empêche pas, elle est une des briques finalement par lesquelles je vais pouvoir construire mon bonheur. Alors deuxième argument, c'est qu'on peut même penser que certaines lois promeuvent effectivement le bonheur, aident les gens à être plus heureux. Hein. Par exemple, sans organisation collective, tout le monde est malheureux, ou plus exactement, on n'accède pas à un certain niveau d'épanouissement. Par exemple, on peut mener des politiques culturelles, des politiques éducatives, des politiques sportives, la sécurité alimentaire, la santé, la retraite, etc. Donc on a tout un ensemble de lois qui ne sont pas là juste pour assurer ma sécurité, mais qui essayent de coordonner les forces d'une population pour que chacun puisse être un peu plus heureux, un peu plus épanoui, en ayant accès à voilà, une diversité de plaisirs possibles, une diversité de façons de s'épanouir, qui serait pas possible si je vivais tout seul dans mon coin ou si je pouvais pas compter sur les autres. Essayer de faire un opéra tout seul, bon courage. Alors, dernière chose qu'on pouvait évoquer, c'est que la loi m'empêche aussi de me nuire à moi-même. Elle me protège éventuellement contre moi-même. En interdisant, je sais pas, la drogue, la prostitution, la vente d'organes, en interdisant, je sais pas, certains joueurs à aller au casino, on voit bien que voilà, la loi peut servir de tutelle à ceux qui sont trop esclaves de leurs désirs, à ceux qui sont trop fragiles sur leur plan de vie, et en instaurant certaines lois, elle les empêche de s'auto-détruire. Alors, cependant, on peut se demander si, et donc on va critiquer un petit peu cette idée, si au fond c'est pas un doux rêve de penser que la loi est si épanouissante que ça. Alors d'abord parce que la loi elle peut être tyrannique, elle peut être injuste et ça arrive souvent, et rendre la plupart des hommes malheureux, par exemple privilégier l'intérêt d'une certaine élite au détriment de la masse. Hein, et entériner leur pauvreté. C'est peut-être l'histoire de l'humanité semble quand même plus dans ce cas-là que dans un cas où les lois auraient vraiment aidé les peuples à s'émanciper et à être heureux. Alors, bon, c'est le cas le pire, mais ayons un peu de bonne foi et supposons que la loi soit pas si horrible que ça et soit même juste. Eh bien, si elle est acceptable, on peut se demander quand même si au fond la loi nous impose pas un compromis où tout le monde, où, voilà, où personne n'est complètement malheureux, mais où personne n'est vraiment heureux non plus. Parce que pour réussir à ce que chacun vive sa petite vie tranquillement, il faut quand même qu'elle empêche de satisfaire beaucoup de désirs ou voir qu'elle déforme certains de nos désirs et nous habitue à une forme de médiocrité. Hein, finalement, l'épanouissement, ce sera aller à la pêche le dimanche, et pas devenir le maître de l'univers. Or, on pourrait se demander si par nature, être heureux, c'est pas plutôt satisfaire tous ses désirs, quels qu'ils soient, les passions les plus grandes. Et ça, vous reconnaîtrez sans doute la thèse de Caliclès qu'on avait vue en classe. Troisième et dernier argument, alors même dans le cas le meilleur où la loi contribuerait positivement à notre bonheur et essaierait de le maximiser, on a un risque important de paternalisme. Alors le paternalisme, c'est le fait de s'occuper du bonheur des gens à leur place, hein, voilà, comme quand on fait avec des enfants, on joue un peu le rôle d'un père pour ses enfants, c'est-à-dire que par exemple, on les laisse pas sortir sans manteau en hiver, alors eux ils veulent sortir tout de suite, maintenant, etc. Mais nous on les empêche, on les contraint, on les punit éventuellement voilà, pour qu'ils s'habillent bien, pour pas qu'ils prennent froid. Alors, en fait, en faisant ça, on peut se demander, mais ok, mais est-ce que l'État a le droit de faire ça? Parce que, ok, pour
pour un père et ses enfants, mais pour un État et ses citoyens, les citoyens c'est des adultes, est-ce que c'est pas les mieux placés pour savoir ce qui les rend vraiment heureux, ce qui les épanouit ou ce qui est bon pour eux, y compris si apparemment ça leur nuit? Est-ce qu'il vaut pas mieux en plus conquérir son bonheur par soi-même pour en profiter pleinement? Si l'État me fournit tout pour que je sois heureux, est-ce que je pourrais être fier de mon parcours? Est-ce que je pourrais considérer que j'ai une vie dont j'ai été vraiment l'auteur et qui valait la peine d'être vécue? Bah, c'est pas certain. En plus, donc c'est infantilisant, ça nous rend dépendants, etc. Donc voilà, on peut se demander si même dans le cas de la loi la plus agréable possible, est-ce qu'au fond, bah, même là, finalement, ça m'empêcherait pas d'être heureux aussi parce que bah, j'ai pas fait le chemin moi-même et parce que finalement je me suis laissé infantiliser. Alors en conclusion, on peut dire que euh, on peut quand même être d'accord avec Locke, parce que Locke il a une définition assez finalement restreinte de l'intérêt commun. Hein. Au fond, ce qu'il dit simplement, c'est que la loi elle doit permettre la liberté, et la liberté en particulier de rechercher le bonheur exactement comme on l'entend. La loi elle me guide vers mon intérêt et vers l'intérêt général, en ce qu'au fond elle me guide pas vers grand chose. Hein. Elle me guide juste vers la possibilité de rechercher moi-même mon intérêt et de construire ensemble l'intérêt général avec voilà, tout un système d'assemblée, un système de délibération collective qui vont nous permettre de définir ensemble ce qui est bon ce qui est bon pour nous. Il ne s'agit pas à l'avance de dire c'est quoi le bonheur, mais il s'agit de rendre possible la recherche ensemble du bonheur. Euh, et je pense que Locke irait pas beaucoup plus loin que ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.